intervenants. Je vais vous laisser, tout d'abord, prendre connaissance de quelques informations d'organisation, que j'ai mis cette fois-ci, dans le chat, hein, par rapport au temps d'information. Donc je vous propose d'aller dans la conversation et d'en prendre connaissance. Alors, nous vous proposons aujourd'hui, donc de faire le point sur, les droits et dispositifs principaux, destinés aux aidants, sujet qui, je pense intéressera chacun, tant du point de vue professionnel que même peut-être sur du point de vue, personnel. Donc pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir, Clément Sudry, qui est, conseiller juridique en droit du handicap, pardon, à la plateforme d'accompagnement et de répit de l'île Roubaix-Tourcoing, donc la Maison des aidants. Je ne vais pas introduire plus longuement ce temps d'information et laisser de suite la place à Clément qui a vraiment beaucoup de choses à vous dire. Comme à l'accoutumée, n'hésitez pas, de votre côté à poser si besoin, des questions dans le chat, donc on y répondra dans un second temps. Donc Clément, c'est à vous. Alors votre micro, on ne vous entend pas Clément. Excusez-moi, vous m'entendez? Très bien, c'est parti. Alors bonjour, je me présente, je suis Monsieur Sudry, donc je suis le conseiller juridique en droit du handicap des plateformes d'accompagnement et de répit de Lille et de Roubaix-Tourcoing, volet personnes en situation de handicap. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'accès aux droits des aidants. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter le dispositif Maison des aidants. Donc la Maison des aidants, c'est l'union de 4 plateformes d'accompagnement et de répit, dont 2 sont à destination des aidants de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire concernant tout proche aidant d'une personne en situation de handicap, quel que soit le handicap de l'aidé, résidant sur le territoire des PFR, accompagné ou non par un établissement ou service médico-social. Et également, il y a 2 plateformes à destination des aidants de personnes en perte d'autonomie liées à l'âge, de maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Elles ont chacune leur territoire de compétences propres et toutes ont 4 missions principales, comme vous le voyez sur notre plaquette de présentation, avec 4 missions principales, donc accueil, information, orientation, accompagnement, soutien individuel et collectif, mise en place d'activités partagées ou non avec la personne aidée, et également une mission concernant le répit et l'accès aux vacances. Donc voilà, les 4 plateformes d'accompagnement et de répit des aidants familiaux. Également, pour faire un focus sur la plateforme d'accompagnement et de répit de Lille, qui est portée par l'association Les Papillons Blancs de Lille, et vous avez également de nombreux partenaires qui concourent à notre activité. Et maintenant, vous avez les coordonnées de la Maison des aidants avec ce numéro unique qu'un aidant peut contacter pour qu'il ait accès à sa plateforme compétente sur son territoire. Je vous parlerai plus en détail du site Soutenir les aidants qui permet de trouver la plateforme compétente pour accompagner le proche aidant. Alors, nous allons maintenant commencer la présentation sur l'accès aux droits des aidants. Donc, la présentation de l'accès aux droits des aidants a pour but de vous présenter les principaux droits et dispositifs à destination des aidants du fait de l'accompagnement qu'ils réalisent auprès de la personne aidée. Donc, nous verrons dans un premier temps la définition d'un aidant. Qu'est-ce que c'est un aidant? Également, les droits et les dispositifs qui permettent aux proches aidants de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Également, l'obtention d'indemnisation au titre de l'aide apportée par l'aidant. Également, comment l'aidant peut-il préparer sa retraite du fait de l'accompagnement qu'il réalise auprès de la personne aidée. Ce sont des questions principales à se poser en tant que professionnel quand un aidant se présente à vous. Alors, de façon générale, comme je vous l'ai marqué, un aidant est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à un membre de son entourage proche qui est malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie liée à l'âge, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Donc, on sous-entend par cette définition qu'aujourd'hui, l'aidant n'est plus circonscrit à la cellule familiale. Un aidant, il peut être un ami, un voisin, et pas forcément avoir un lien de filiation avec la personne aidée qui est établie, comme par exemple les enfants, parents, etc. Donc là, je vous apporte quelques précisions concernant les définitions d'aidant familial, donc peut-être le conjoint, concubin, partenaire pacsé, etc. C'est-à-dire qu'il y a un lien familial
entre soit un aidant familial, donc qui a un lien de parenté avec la personne aidée, soit une personne qui n'a pas forcément de lien de parenté avec la personne aidée, qui réside avec la personne aidée ou qui entretient des liens étroits et stables avec elle, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Donc, encore une fois, on ne limite pas le rôle d'aidant au seul cadre familial, contrairement à la notion d'aidant familial. Alors, cette aide régulière, comme je vous l'ai écrit, elle peut prendre plusieurs formes, donc soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, etc. Petite précision, il n'y a pas d'âge pour être aidant, donc c'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent ou un jeune adulte peut être également concerné par cette reconnaissance en tant que proche aidant ou aidant familial. Et également quelques chiffres qui sont relativement récents, qui sont issus de l'enquête DRESS études et résultats de février 2023. Vous pouvez aller vous renseigner sur cette étude et résultats, qui compte actuellement, en France, nous comptons 9,3 millions de personnes aidant, donc de personnes aidées, qu'elles soient en perte d'autonomie ou en situation de handicap ou malade. On compte 8,8 millions d'adultes et 500 000 mineurs âgés de plus de 5 ans. Donc, qui ont apporté en 2021 une aide à un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc maintenant, nous allons passer à concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, je vais vous présenter les droits et dispositifs principaux destinés aux aidants. Donc, nous avons le congé proche aidant, le congé de présence parentale et également le congé de solidarité familiale. Donc ça, ce sont les trois principaux congés qui sont destinés aux aidants. Également, vous avez le dispositif du don de jours de repos et vous avez également les dispositifs concernant l'aménagement du temps de travail de la personne aidante. Alors, concernant le congé proche aidant, donc le congé proche aidant, ça permet à un salarié de réduire ou de cesser temporairement son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie. Je vais vous présenter maintenant quelques modalités au niveau de ce congé. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de ce congé proche aidant, c'est que ça concerne bien sûr les salariés, mais également les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et également les travailleurs indépendants. Au niveau de sa durée, au niveau de la durée du congé proche aidant, il est de 3 mois renouvelable dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié. Également, il est possible que le congé soit continu, fractionné ou même transformé à temps partiel. Cependant, pour qu'il soit fractionné ou transformé à temps partiel, vous devez avoir l'accord de votre employeur. Aucun délai. Alors, également, ce que je vous indique, c'est que le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé, sauf concernant l'emploi direct de la prestation de compensation du handicap, ce que je vous détaillerai un peu plus tard. Donc, au niveau de la procédure du congé, donc la demande du congé proche aidant et son indemnisation en 2 étapes. Donc, tout d'abord, concernant la demande à l'initiative du salarié, donc sauf urgence, la demande de préférence écrite est à effectuer au moins 1 mois avant le début du congé proche aidant. Ce délai est ramené à 15 jours en cas de renouvellement du congé. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée. C'est-à-dire que peu importe votre ancienneté dans l'emploi que vous occupez, vous pouvez prendre un congé proche aidant si la situation le justifie et si vous correspondez aux conditions pour obtenir ce congé proche aidant. Également, la demande, elle doit comporter plusieurs éléments suivants au niveau de la demande à l'initiative du salarié. Donc, la volonté du salarié de suspendre son contrat de travail, la date de son départ en congé et s'il le souhaite, sa volonté de fractionnement ou de transformation à temps partiel de ce congé. Très important, l'employeur, il ne peut pas refuser votre demande de congé proche aidant, auquel cas vous pouvez saisir le conseil de prud'homme, qui est un juge. Alors, ce que je voulais également vous apporter comme détail, c'est que sauf urgence, c'est-à-dire que s'il y a une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée attestée par un certificat médical, ou qu'il y a une situation de crise qui nécessite une action urgente de l'aidant, ou une cessation brutale de l'hébergement en établissement de la personne aidée attestée par le responsable de l'établissement, vous pouvez prendre votre congé proche aidant sans délai de prévalence. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre sans délai. Et c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté la condition de prévalence d'au moins 1 mois avant le début du congé proche aidant.
Donc alors, je vous montre un exemple pour la demande du congé proche aidant qui, je le répète, doit être à l'initiative du salarié, donc avec les éléments obligatoires, donc prénom, nom, adresse, etc., où le salarié, par écrit ou par ordinateur, explique que voilà, il informe son employeur de son intention de prendre un congé proche aidant, donc il souhaite de bénéficier de ce congé à compter de telle date pour une durée prévisible de, et vous trouverez ci-joint les justificatifs me permettant de bénéficier du congé proche aidant. Concernant les justificatifs qui sont demandés pour prétendre à ce congé proche aidant, donc vous avez d'une part les 2 déclarations sur l'honneur qui sont effectuées, donc soit du lien familial du demandeur avec la personne aidée, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Vous avez également une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours au long de sa carrière à un congé proche aidant, ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé. Également, là, on aborde les conditions plus restrictives au niveau de ce congé proche aidant, c'est-à-dire que le congé proche aidant est ouvert uniquement aux aidants qui apportent leur aide à une personne en situation de handicap avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%. Également, cet aidant, il peut accompagner une personne en perte d'autonomie qui est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, donc avec un groupe ISO-ressources situé entre 1 et 4. Également, les aidants de personnes qui bénéficient d'une majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire de recours à tierce personne peuvent bénéficier de ce congé proche aidant. Alors, malheureusement, pendant le congé proche aidant, le contrat de travail du salarié, il est suspendu. Ça veut dire que l'employeur, il n'est pas tenu de vous verser votre salaire. Donc, afin de vous indemniser de vos jours de congé de proche aidant, vous pouvez prétendre à ce qu'on appelle l'allocation journalière du proche aidant. Donc, cette allocation journalière, elle est environ 60 € par jour ou 30 € par demi-journée si vous souhaitez fractionner ce congé proche aidant ou le transformer en temps partiel. Également, condition assez restrictive, c'est que vous avez un nombre maximum de 22 allocations journalières qui peuvent vous être versées par mois, dans la limite de 66 allocations journalières du proche aidant sur l'ensemble de la carrière professionnelle de l'aidant. Alors, je vous indique également la demande auprès de quel interlocuteur elle se fait. Donc, c'est auprès de la CAF que vous devez demander cette indemnisation du congé proche aidant par le biais du formulaire SERFA que je vous indique. Également, l'aidant peut être affilié à l'assurance vieillesse parent foyer au titre de l'accompagnement qu'il réalise auprès de la personne aidée. Je vous détaillerai plus tard au niveau de cette affiliation à l'assurance vieillesse parent foyer. Alors maintenant, on va passer au congé de présence parentale, qui est le congé le plus connu au niveau des aidants. Donc, ce congé de présence parentale, il permet aux salariés d'interrompre temporairement leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant à charge de moins de 20 ans, atteint d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contribués. Alors également, concernant les modalités, donc la demande à l'employeur, sauf urgence, est à effectuer au moins 15 jours avant le début des congés. La présence indispensable des parents auprès de l'enfant en situation de handicap et la condition des soins contraignants sont attestées par le médecin traitant de la personne en situation de handicap. Donc, c'est le médecin qui fixe la durée du congé. Donc, c'est 310 jours dans une période maximale de 3 ans. Je vous ai indiqué également que cette période de 310 jours ouvrés à prendre dans une période maximale de 3 ans, elle est renouvelable dans certaines conditions. C'est-à-dire que ces 310 jours, vous pouvez les doubler à l'intérieur de cette période maximale de congé en continu, ou vous pouvez également, après cette période de 3 ans, renouveler ce congé de présence parentale pour à nouveau reprendre 310 jours ouvrés dans une période de 3 ans, attesté par certificat médical évidemment. Alors évidemment, ce congé il est destiné en priorité, comme vous l'aurez compris, aux parents aidants familiaux, de leur enfant en situation de handicap ou atteint d'une maladie ou d'un accident d'une particulière gravité. Donc, il est également ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux agents contractuels. Et vous pouvez également le prendre de façon continue, le fractionner à minima par une demi-journée ou le transformer en perte d'activité à temps partiel. Donc voilà, même chose pour le congé proche aidant. Vous avez d'abord la demande du congé de présence parentale qui se fait à l'initiative du salarié.
Donc, c'est-à-dire que le salarié, il informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Donc, le récépissé, c'est la preuve de dépôt de la demande au niveau du congé de présence parentale. Et vous joignez le certificat médical à cette demande que vous effectuez auprès de votre employeur. Et encore une fois, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Et également, lorsque le médecin le prévoit, cette durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 1 an. Comme le congé de proche aidant, l'employeur ne peut pas refuser votre demande de congé de présence parentale. Auquel cas, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes qui est également. Alors maintenant, on va passer à l'indemnisation de ce congé. Donc pendant le congé, sous la même forme que le congé de proche aidant, le contrat de travail du salarié est suspendu, donc c'est-à-dire que l'employeur n'est pas tenu de vous rémunérer. Néanmoins, vous pouvez vous faire indemniser de vos jours de congé de présence parentale par la CAF, c'est toujours le même interlocuteur, auprès duquel vous pouvez faire la demande, pour pouvoir prétendre à l'allocation journalière de présence parentale. Alors, chaque jour de congé de présence parentale, ça ouvre droit à la perception de la GPP. Si par exemple, si le médecin analyse la situation et dit que vous devez bénéficier de 310 jours de congé de présence parentale, vos 310 jours de congé de présence parentale, ils pourront être indemnisés par l'allocation journalière de présence parentale. Donc, encore une fois, le montant de cette AJPP, elle est proche du montant de la JPA, qui est d'environ 60 € par jour ou 30 € par demi-journée. La demande est à effectuer auprès de la caisse d'allocation familiale ou auprès de la mutualité sociale agricole par le biais d'un formulaire CERFA. Donc, je vous l'indique également, cette AJPP, elle est ouverte également aux travailleurs indépendants, aux demandeurs d'emploi indemnisés, ainsi qu'aux personnes en formation professionnelle rémunérée. Alors maintenant, on va passer au congé de solidarité familiale. Donc, le congé de solidarité familiale, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie dans les mêmes conditions aux salariés étant désignés comme personne de confiance, qu'ils soient parents aidants ou proches aidants. Donc, encore une fois, les modalités au niveau de ce congé, du congé de solidarité familiale. Donc, sous réserve de convention ou d'accord d'entreprise, la durée maximale du congé, elle est de 3 mois, renouvelable une seule fois, donc maximum 6 mois. Le salarié peut prendre ce congé de façon continue ou avec l'accord de son employeur, le fractionner, à minima une journée, ou le transformer en période d'activité à temps partiel. Ce congé il est également ouvert aux fonctionnaires ou agents contractuels, également aux demandeurs d'emploi, ainsi qu'aux travailleurs indépendants. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, ce congé s'adresse notamment à des aidants de personnes âgées. Alors, concernant la procédure du congé, donc, la demande du congé de solidarité familiale et son indemnisation en 2 étapes. Donc, vous avez d'abord la constatation médicale et la demande à l'initiative du salarié. Donc, alors, sauf urgence. Oui. Clément, est-ce que je peux me permettre de t'interrompre une petite minute? Oui. Alors, je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, mais est-ce que du coup, on pourrait aller un petit peu plus doucement pour certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à suivre? Bien sûr. Pas de souci, excusez-moi, c'était juste pour tenir compte. Je vous en prie. Oui. Alors, je vous disais, au niveau de la demande du congé de solidarité familiale et de son indemnisation en 2 étapes. Vous avez d'abord la constatation médicale et la demande à l'initiative du salarié. Donc, sauf urgence, le salarié, il informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé au moins 15 jours avant le début du congé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Et vous avez encore une fois aucune condition d'ancienneté qui est exigée. Donc, vous pouvez prendre exemple sur l'exemple que je vous ai donné pour le congé de proche aidant, où vous devez signifier la volonté, où l'aidant doit signifier sa volonté de suspendre son contrat de travail au titre de ce congé, la date de son départ en congé, ainsi que la date prévisible de son retour. Et s'il le souhaite, sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci. Et en cas de modification de la date de son retour,
le salarié en informe l'employeur au moins 3 jours avant son retour. Vous adressez également à votre demande un certificat médical attestant que la personne aidée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Alors, encore une fois, au niveau de ce certificat médical, il est à demander auprès du médecin traitant de la personne aidée. Et encore une fois, c'est un droit, ce congé de solidarité familiale, comme je vous l'ai indiqué sur la slide précédente. Donc, c'est-à-dire que l'employeur, il ne peut pas refuser votre demande de congé de solidarité familiale, auquel cas, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme, qui est un juge. Également, concernant l'indemnisation de ce congé, donc sur le même mécanisme des congés du congé proche aidant et du congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié, il est suspendu. C'est-à-dire que l'employeur, il n'est pas tenu de vous rémunérer. Et donc, pour vous indemniser par rapport à vos jours de congé de solidarité familiale, vous pouvez prétendre à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, qu'on appelle l'AJAP, que vous pouvez demander auprès de la CAF ou de la MSA. Que vous pouvez demander auprès du Centre national d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc, ce n'est pas à la CAF ni à la MSA que vous devez demander cette AJAP, c'est au Centre national d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Je vous ai noté leur numéro, vous pouvez les appeler pour avoir plus de renseignements par rapport à ça. Donc, concernant cette AJAP, elle peut vous être versée dans un nombre maximum de 21 allocations d'un montant d'environ 60 € par jour si le salarié il suspend son activité professionnelle, donc s'il prend un congé à temps plein de façon continue, par exemple s'il le prend pendant un mois. Donc soit il peut y avoir un maximum de 42 allocations journalières d'accompagnement d'une personne en fin de vie d'un montant d'environ 30 € si le salarié réduit son activité. Donc c'est-à-dire si le congé de solidarité familiale est transformé en congé temps partiel. Donc, la demande de cette indemnisation, comme je vous l'ai écrit, s'effectue auprès du Centre national d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et pas auprès de la CAF ni de la MSA. Donc, c'est le seul interlocuteur pour demander cette indemnisation au niveau de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Vous devez transmettre un formulaire CERFA et également une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou qu'il l'a transformé en période d'activité à temps partiel. Alors, je vous ai fait un tableau récapitulatif au niveau des différents congés, puisque j'ai bien conscience que les conditions, qu'il y a beaucoup de conditions concernant chaque congé. Donc, pour y voir un peu plus clair, je vous ai repris chaque congé, donc le congé de présence parentale, donc qui est concerné, les conditions pour pouvoir effectuer la demande de ce congé de présence parentale, les formalités, la durée également, la rémunération par rapport au type de congé. Donc, petite information que je vous ai glissée par rapport à la rémunération au niveau du congé de présence parentale. Donc, comme je vous l'ai indiqué, le congé n'est pas rémunéré par l'employeur, mais il est possible sous condition de bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale, qui est versée par la CAF ou la mutualité sociale agricole, qui est d'environ 60 € par jour et qui est dans la limite de 22 jours par mois durant 310 jours sur une période de 3 ans. Également, un complément pour frais peut également vous être versé par la CAF ou la MSA sous condition. Concernant le congé proche aidant, ça s'adresse principalement aux aidants familiales ou aux proches aidants vivant à domicile ou ayant des liens étroits et stables avec la personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc, les conditions restrictives, c'est que la personne doit avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ou être bénéficiaire de l'allocation personnalisée autonomie, donc avoir un groupe ISO-ressources situé entre 1 et 4. Et également, vous avez d'autres conditions prévues que je vous ai précisées dans la slide précédente. Et également, vous avez, au niveau des formalités, l'aidant qui informe son employeur au moins un mois avant la date de son congé. La durée, elle est de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carte professionnelle de l'aidant. Et également, ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur. Il pouvait faire la demande de l'allocation journalière de proche aidant au niveau de la CAF ou de la MSA. Et je vous indique également les montants de 60 € par jour ou dans la limite de 22 jours par mois maximum. Au niveau de ce congé proche aidant, j'aimerais vous faire part d'une situation que nous avons eu à traiter au niveau de ce congé proche aidant. Donc, le proche aidant était un demandeur d'emploi qui était indemnisé, inscrit à Pôle emploi, et il était aidant familial de son frère en situation de handicap.
Donc, nous l'avons accompagné afin qu'il perçoive l'allocation journalière du proche aidant dans ce congé de présence de proche aidant, qu'il a pris de façon continue pendant 2 mois consécutifs. Donc, de mémoire, c'était juin-juillet 2022. Donc, la CAF lui a versé ses allocations journalières de proche aidant à la fin de son congé proche aidant de 2 mois. Il a reçu une somme globale. Normalement, la CAF elle est censée verser mensuellement l'allocation journalière du proche aidant. C'est pour ça que je vous indique que les délais d'instruction au niveau de cette perception d'allocation journalière du proche aidant, ils peuvent être longs. Donc, prévoyez au moins 1 mois ou 2 mois pour faire la demande d'allocation journalière du proche aidant auprès de la CAF. Comme ça, vous serez sûr de percevoir à la fin de votre premier mois de congé proche aidant, si vous prenez, que vous prenez de façon continue ou de façon partielle, d'obtenir cette allocation journalière du proche aidant qui est encore une fois versée par la CAF ou la MSA. Et également, vous avez le congé de solidarité familiale où je vous indique encore une fois au niveau de la rémunération que cette allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, elle est versée par l'assurance maladie, donc qui est le centre national pour verser cette allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce tableau pour avoir une idée un peu plus globale des congés qui sont possibles pour les aidants, à destination des aidants. Alors maintenant, je vais vous présenter un dispositif à destination des aidants. Donc, un salarié qui n'est pas forcément aidant, sur sa demande ou en accord avec l'employeur, peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui soit assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap avec une incapacité permanente d'au moins 80%. Donc, concernant les modalités au niveau de ce don de jours de repos, le don, il peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Donc, à l'exception de ces 4 premières semaines de congés payés, la personne donateur, donc le salarié donateur, il peut donner par exemple sa 5e semaine de congé à un aidant ou également ses RTT. Également, le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Alors, cette condition au niveau du maintien de la rémunération, elle est très avantageuse par rapport au congé de proche aidant, congé de présence parentale ou congé de solidarité familiale. Puisque, je vous le répète encore une fois, durant ces 3 congés principaux, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer les dons. Tandis que le don de jours de repos, il permet de maintenir la rémunération tout en bénéficiant de jours de repos en plus par rapport à vos congés, par rapport à vos jours de repos au congé. Donc, cette période d'absence, elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Également, ce don de jours de repos ou don de jours de congé, ça dépend, est également prévu pour les fonctionnaires et les agents contractuels. Donc, au niveau de la procédure, au niveau de la demande du don de jours de repos pour les salariés, donc pour le salarié donateur, la demande à l'employeur est de préférence à effectuer par écrit. Donc, il précise le nombre de jours de congés donnés, ainsi que leur type. Donc, par exemple, si c'est des RTT, 5e semaine, etc. Par contre, l'employeur, il peut refuser la demande de jours de repos. C'est-à-dire que l'accord de l'employeur, il est indispensable pour pouvoir effectuer ce don de jours de repos. Également, pour le salarié bénéficiaire, donc sous-entendu le salarié qui apporte une aide à une personne aidée, donc en situation de handicap, malade ou pas d'autonomie, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé par le médecin traitant qui suit soit l'enfant, soit l'adulte en situation de handicap, au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Et ce document, ce certificat médical, il est adressé à l'employeur pour que vous puissiez prétendre à ce don de jours de repos. Alors maintenant, je vais vous présenter certains aménagements qui sont possibles du temps de travail de l'aidant. Donc, l'aidant familial d'une personne en situation de handicap, qu'il soit enfant ou adulte, qu'il soit salarié du secteur privé ou issu de la fonction publique,
peut demander à travailler à temps partiel ou à adapter ses horaires de travail pour pouvoir remplir son rôle d'aidant. Très concrètement, un aidant voilà, qui a une activité professionnelle voilà, où il doit respecter certaines heures d'arrivée, certaines heures de départ, par exemple, il peut choisir d'aménager son temps de travail afin de répondre à l'accompagnement qu'il doit effectuer auprès de la personne aidée. Alors, excusez-moi. Donc, vous avez tout d'abord le temps partiel pour raison personnelle à destination des salariés, qui est également ouvert aux fonctionnaires. Donc, les salariés comme les fonctionnaires peuvent prétendre à ce temps partiel pour raison personnelle. Donc, le salarié qui effectue une demande de temps partiel pour raison personnelle à son employeur peut bénéficier d'une réduction de la durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Par exemple, pour les besoins de sa vie familiale. La demande, elle doit être effectuée toujours à l'initiative du salarié. Ce temps partiel pour raison personnelle peut être organisé sans accord collectif dans le seul cadre contractuel. C'est-à-dire que voilà, vous mettez en œuvre un contrat entre vous et votre employeur pour que vous puissiez prendre ce temps partiel pour raison personnelle. Et en cas d'accord, ça peut prendre la forme d'un avenant au contrat de travail qui doit préciser le ou les périodes non travaillées, etc. Vous avez également l'employeur qui ne peut pas modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées qu'avec l'accord du salarié. Alors, encore une fois, l'employeur, étant donné que cet aménagement du temps de travail, c'est un dispositif et ce n'est pas un droit, l'employeur il peut refuser ce temps partiel pour des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Également, vous avez le dispositif des horaires individualisés à destination des salariés, donc où je vous indique que selon une procédure à respecter, les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée bénéficient d'un aménagement d'horaire individualisé propre à faciliter l'accompagnement de cette personne. Je vous indique que l'employeur, il ne peut normalement pas s'y opposer. C'est-à-dire que s'il y a des motifs légitimes qui indiquent que vous avez besoin d'horaires individualisés, c'est-à-dire notamment choisir vos horaires d'arrivée et de départ sur votre poste de travail. Par exemple, si vous devez aller chercher votre enfant qui se trouve dans un IME, un institut médico-éducatif, pardon, vous pouvez voilà, en parler à votre salarié et demander voilà, à avoir des horaires de départ qui s'effectuent un peu plus tôt et par exemple, vous commencez le travail un peu plus tôt. Néanmoins, vous devez toujours respecter votre nombre d'heures de travail effectuées, par exemple les 35 heures dans la semaine, etc. Donc, je vous indique également que le salarié peut choisir ses horaires dans la journée ou en commençant tôt le matin ou en terminant plus tard l'après-midi pour aller notamment chercher son enfant en situation de handicap qui est dans un IME. On a plusieurs fois eu la situation au niveau de la plateforme d'accompagnement et de répit de Lille, également de Roubaix-Tourcoing, où on a des salariés qui souhaitent modifier leur horaire de travail, mais on a des employeurs qui ne veulent pas pour des raisons liées aux activités de l'entreprise et où, par la suite, on accompagne l'aidant voilà, à demander ces horaires individualisés selon une procédure encadrée au niveau du Code du travail pour les salariés pour pouvoir voilà, faire en sorte que le salarié puisse, alors la plupart du temps, c'était pour que le salarié puisse aller chercher plus tôt son enfant en situation de handicap à l'IME. Donc, du coup, voilà, il y a tout un dialogue qui s'instaure entre le salarié et l'employeur et on peut être cet élément objectif, justement, qui améliore le dialogue entre ce salarié et cet employeur afin que la personne aidante bénéficie de ces horaires individualisés pour des motifs légitimes. Également, ce dispositif il est ouvert aux fonctionnaires avec des conditions beaucoup plus favorables que pour les salariés. Alors maintenant, on va passer au quiz. Donc, je vais vous poser une question concernant les informations que je viens de vous donner. Donc, la question, c'est quels sont les 3 principaux types de congés spécifiques pour les aidants? Donc, première réponse, est-ce que c'est le congé proche aidant, le congé de présence parentale et le congé de solidarité familiale? Ou deuxième réponse, est-ce que c'est le congé de soutien familial, le congé de présence parentale ou le congé de solidarité familiale? Je vous laisse 1 minute pour répondre. Madame Martin, je crois que vous avez la main. Alors du coup, je l'ai envoyé, mais je pense que ça apparaît dans la conversation. Je pense qu'il faut aller dans la conversation. Donc, je vous laisse 1 minute pour répondre à ce Soit dans la quiz. conversation, soit sur l'écran principal.
Alors, c'est une petite question pour voir si vous avez bien écouté. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir répondre à ce quiz. Quels sont les 3 principaux types de congés spécifiques pour les aidants que je viens de vous présenter? Tac. Alors, au niveau des résultats, alors je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de répondre à ce quiz. Alors, certains répondent directement dans le chat, d'autres sur le questionnaire. Mais je pense que globalement… Voilà. Alors, bien évidemment, la réponse à cette question était la première réponse. Donc, le congé proche aidant, le congé de présence parentale et le congé de solidarité familiale, qui sont les 3 principaux types de congés spécifiques pour les aidants. Alors, pourquoi ce n'était pas la seconde réponse? Puisque le congé de soutien familial n'existe plus à ce jour, donc n'est plus dans le droit positif, le droit en vigueur, puisque le congé de soutien familial, il a été remplacé en 2017 par le congé proche aidant. Et je vous précise également que ce congé proche aidant, il est indemnisé depuis 2020. Donc voilà, c'est un congé extrêmement récent qui permet d'indemniser le proche aidant qui bénéficie, qui permet aux salariés, fonctionnaires, demandeurs d'emploi indemnisés, inscrits à Pôle emploi, de bénéficier de ce congé et d'être indemnisés à ce titre, en plus de ses congés principaux au niveau de son travail. Je ne sais pas si les résultats sont visibles, Madame Martin, sur le chat. Tac. Alors, je crois que le micro est coupé. Oui, toutes mes excuses. Alors, a priori, vous ne les voyez pas. Concrètement, 90% des répondants ont répondu à la bonne question. Bon, parfait. Ça veut dire que vous m'avez bien écouté. Tout à fait. Alors, maintenant, on va passer à obtenir l'indemnisation de l'aide apportée. Donc, un aidant peut obtenir une indemnisation par rapport à l'accompagnement qu'il effectue auprès de la personne aidée, soit par le biais de la PCH, soit par le biais de l'APA, donc l'allocation personnalisée autonomie. Au niveau de la prestation de compensation du handicap, elle peut être utilisée afin de rémunérer ou dédommager un aidant par rapport à l'accompagnement qu'il réalise auprès de la personne aidée. Également, il peut y avoir l'utilisation de l'allocation personnalisée d'autonomie afin de rémunérer un aidant qui accompagne une personne aidée en perte d'autonomie. Alors, au niveau de l'utilisation de la PCH pour rémunérer ou dédommager un aidant. Donc, très rapidement, la prestation de compensation du handicap, ça permet de financer les besoins d'une personne en situation de handicap, qu'elle soit enfant ou adulte. Elle est attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc d'après une instruction MDPH, et servie par le conseil départemental où le bénéficiaire a son domicile de secours ou, à défaut, y réside. Donc, les besoins d'aide humaine à domicile peuvent être utilisés afin soit de rémunérer un aidant ou dédommager un aidant qui accompagne une personne en situation de handicap, une personne aidée. Alors, concernant d'une part la rémunération, donc les conditions sont assez strictes, c'est-à-dire que la PCH aide humaine, elle peut être employée par l'aidant pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés, qui peut être notamment un membre de sa famille. Néanmoins, il y a une restriction par rapport à cet emploi, notamment d'un membre de la famille, c'est-à-dire que cela ne peut pas concerner tous les membres de sa famille, notamment le conjoint, le concubin, le partenaire de pacte ou un de ses obligés alimentaires du premier degré de la personne en situation de handicap, donc les parents, par exemple. Mais exception étant toutefois faite à cette règle, pour la personne en situation de handicap, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels
et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Dans tous les cas, les aidants familiaux doivent avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être salariés. Et les aidants à la retraite ne peuvent pas, bien évidemment, être salariés de l'aidant au titre de cette prestation de compensation du handicap. Donc, alors, pour vous illustrer très brièvement cette rémunération, nous avons accompagné un conjoint d'une personne en situation de handicap qui était en perte d'autonomie. Donc, par principe, il ne pouvait pas prétendre au salariat au titre de la PCH Aide Humaine. Néanmoins, l'état de la personne en situation de handicap nécessitait à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. De ce fait-là, la conjointe de la personne aidée a été rémunérée de par l'accompagnement qu'elle réalise toujours au titre de l'accompagnement qu'elle réalise auprès de la personne aidée. Également pour le dédommagement. Donc, la prestation de compensation du handicap aide humaine peut être aussi utilisée afin de dédommager un ou plusieurs aidants familiaux qui n'ont pas de lien de subordination avec la personne en situation de handicap. Donc, si l'aidant ne répond pas aux conditions du salariat, par exemple s'il est retraité ou la personne vit en couple avec l'aidé, il peut prétendre à ce dédommagement. Ce dédommagement, c'est une somme d'argent qui est versée à l'aidant familial pour le dédommager de son accompagnement auprès de la personne en situation de handicap. Il peut exercer une activité professionnelle et le dédommagement, comme je vous l'indique, il est majoré si l'aidant il abandonne ou réduit son activité professionnelle. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple au niveau d'un suivi que nous avons effectué au niveau de la plateforme d'accompagnement et de répit de Lille, volet personnes en situation de handicap. Donc, nous avons au sein de la plateforme une aidante qui demandait à réduire son activité professionnelle afin de prétendre à un dédommagement. Donc, en l'espèce, son fils, il était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Et aujourd'hui, elle travaille à temps partiel, c'est-à-dire qu'elle perçoit à la fois son salaire, donc réduit, parce qu'elle effectue une activité à temps partiel désormais, et également un dédommagement, pour la dédommager de l'accompagnement qu'elle réalise auprès de son fils en situation de handicap. Également, je vous précise que ce dédommagement, il n'est pas imposable, contrairement à il y a quelques mois. C'est une disposition législative qui est toute récente, donc ce dédommagement, il n'est pas imposable. Maintenant, concernant l'utilisation de l'allocation personnalisée pour rémunérer un aidant. Donc, comme je vous l'indique, toute personne âgée ayant au moins 60 ans résidant en France, qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie, a droit à une allocation personnalisée d'autonomie. Donc, s'il se situe dans les groupes ISO-ressources entre 1 et 4, elle est attribuée, gérée et financée par le conseil départemental. Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille dans le cadre d'un emploi direct en tant qu'aide à domicile, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte de solidarité. Également, règle très importante, les prestations suivantes ne sont pas cumulables. C'est-à-dire qu'un aidant qui est bénéficiaire, par exemple, d'une allocation journalière de proche aidant, il ne peut pas la cumuler avec une allocation journalière de présence parentale, ni avec une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Également, il ne peut pas obtenir en plus la prestation de compensation de handicap affectée au dédommagement de l'aidant. Et également, il ne peut pas percevoir le complément de l'allocation d'éducation enfant handicapé, puisque ce complément de l'allocation d'éducation enfant handicapé, c'est fait pour justement subvenir aux besoins des parents pour faire face aux dépenses qui sont engendrées par la situation de handicap de leur enfant. C'est-à-dire que c'est déjà une indemnisation au titre de l'accompagnement que les aidants réalisent auprès de la personne aidée. Donc, retenez bien que les allocations, le dédommagement et le complément de l'allocation d'éducation enfant handicapé ne sont pas cumulables. Au niveau de la plateforme, c'est vrai qu'on est très fréquemment confronté à ce type de situation où on a des professionnels qui ont indiqué à la personne aidante qu'elle peut bénéficier de la GPA, de la GPP, de la JAP, etc., sans préciser que ces prestations ne sont pas cumulables.
pour l'instant. Le législateur ne prévoit pas de cumul entre ces différentes prestations. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de notre présentation, donc préparer sa retraite. Donc, comme je vous l'indique, certains dispositifs ils permettent à l'aidant de faire valoir ses droits à la retraite. Donc, vous avez tout d'abord l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Vous avez également la majoration de durée d'assurance vieillesse de l'aidant familial. Et également, vous avez le dispositif de la retraite à taux plein dès 65 ans. Alors, de façon très simple, pour vous expliquer. Quand on travaille, on cotise pour sa retraite. Il est considéré que l'accompagnement d'un aidant auprès d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie, enfant ou adulte, et non personne en perte d'autonomie de plus de 60 ans, doit être reconnu, et en particulier concernant sa retraite. Donc l'aidant, il est souvent amené à réduire ou abandonner son activité professionnelle pour justement accompagner la personne aidée, pour s'occuper de la personne handicapée, ce qui par principe ne lui permet pas de payer ses cotisations pour la retraite. Mais néanmoins, si l'aidant réduit ou abandonne son activité professionnelle, il peut être affilié gratuitement sous condition à l'assurance vieillesse des parents au foyer, qu'on appelle AVPF, donc qui est une affiliation au régime général de la retraite pouvant concerner les aidants ayant réduit ou suspendu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap. Donc, je vous précise également, les périodes non travaillées, c'est-à-dire les périodes d'accompagnement de la personne aidée, ils sont assimilés à des périodes d'activité. En effet, l'accompagnement réalisé par l'aidant peut permettre sous condition d'accumuler des droits à la retraite sans payer de cotisation. Donc, c'est pour ça que je vous indique qu'on parle d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc, l'aidant, il peut ainsi valider des trimestres pour sa retraite sans verser de cotisation. Alors, les conditions pour cette affiliation gratuite à la VPF, elles dépendent selon la situation de l'aidé, ainsi que la situation de la personne aidante. Donc, pour pouvoir prétendre à cette assurance vieillesse, l'aidant familial, qu'il soit seul ou en couple, il doit apporter son aide auprès soit d'un enfant en situation de handicap, donc à charge, qui n'est pas admis dans un internat, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80% et qui n'a pas atteint l'âge de 20 ans. Et soit ça peut être un aidant d'un adulte en situation de handicap. Donc via au foyer familial, ou bénéficiant d'un accompagnement partiel dans un établissement ou service médico-social, dont la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, reconnaît que l'État nécessite une assistance ou une présence de l'aidant, et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, dès lors que la dite personne handicapée est son conjoint, concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un ascendant, etc. etc. Donc c'est l'aidant familial, ce dont je parle, et pas le proche aidant. Également, les salariés du privé, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants peuvent également, sous condition, prétendre à cette affiliation gratuite à l'assurance vieillesse parents foyer. Donc, la procédure d'affiliation gratuite à la VPF, elle varie selon que vous soyez aidant familial d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap. Par exemple, si l'aidant perçoit l'allocation journalière de présence parentale, donc il a un enfant à charge de moins de 20 ans en situation de handicap, ayant des besoins de soins contraignants attestés par le médecin avec présence indispensable du parent, il est obligatoirement affilié à l'assurance vieillesse parents foyer. Ce qui veut dire que pendant cette période, si l'aidant est salarié, son contrat de travail, il est suspendu. Donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer l'aidant et son contrat de travail est suspendu, donc il ne perçoit pas son salaire. Et donc, de ce fait-là, il peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale. Et donc, être affilié gratuitement à l'assurance vieillesse aux parents foyer pour prétendre à ses droits à la retraite. Et il n'y a aucune démarche à faire auprès de la caisse d'allocation familiale ou de la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Néanmoins, autre exemple, si l'aidant a réduit ou abandonné son activité professionnelle et qu'il a une personne en situation de handicap adulte à sa charge avec un taux d'incapacité minimum d'au moins 80%, pour être affilié gratuitement à cette assurance vieillesse parents au foyer, il doit obtenir un avis motivé de la maison départementale des personnes handicapées, ayant désigné l'aidant comme aidant familial,
et également envoyer cet avis et un formulaire CERFA à la caisse d'allocation familiale ou la MSA, la mutualité sociale agricole. Donc, comme je vous l'indique, c'est la CAF ou la MSA qui effectue cette affiliation gratuite à la VPF. Si l'aidant a des questions relatives à cette affiliation gratuite à l'assurance vieillesse parents foyer, il doit se tourner en priorité vers la caisse d'allocation familiale ou la MSA. Également, concernant la majoration de durée d'assurance vieillesse de l'aidant. Donc, sous certaines conditions, la majoration de durée d'assurance vieillesse, ça permet à l'aidant d'acquérir des trimestres pour sa retraite. Donc, ça permet d'acquérir des trimestres supplémentaires pour sa retraite. C'est-à-dire qu'un trimestre par période d'accompagnement de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Donc, c'est ce que je vous indique. Donc, l'aidant familial ayant la qualité d'assuré social, élevant un enfant reconnu en situation de handicap dont le taux d'incapacité est supérieur à 80% et percevant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ou la prestation de compensation, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance d'un trimestre par période d'accompagnement de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Donc, cette majoration, elle permet à l'aidant d'acquérir des trimestres de retraite supplémentaires et les démarches sont à effectuer auprès de votre caisse de retraite. Donc, si l'aidant a des questions relatives à cette majoration de durée d'assurance vieillesse de l'aidant, il doit se tourner en priorité vers la caisse de retraite. Également, pour l'aidant d'un adulte en situation de handicap, donc les aidants familiaux et non les proches aidants, assumant au foyer familial la prise en charge permanente d'un adulte handicapé de plus de 20 ans et dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80%, bénéficie de cette majoration à condition d'être le conjoint, etc. C'est-à-dire qu'il doit être un aidant familial. Donc, soit le conjoint, concubin, personne avec laquelle il a conclu un pacte, c'est l'ascendant, descendant, etc. Donc, il doit y avoir un lien de parenté entre l'aidant et la personne aidée. Et également, je vous indique que les démarches sont à effectuer auprès de votre caisse de retraite. Donc, c'est-à-dire que tout aidant familial d'un adulte en situation de handicap doit en priorité se tourner vers sa caisse de retraite s'il a des questions spécifiques par rapport à cette majoration de durée d'assurance vieillesse. Également, il y a le dispositif de la retraite à taux plein dès 65 ans. Donc, quelle que soit leur durée d'assurance, les personnes mentionnées ci-dessous bénéficient d'une retraite à taux plein à partir de 65 ans, compte tenu de leur situation particulière. Donc, c'est-à-dire que les parents d'un enfant en situation de handicap qui ont soit bénéficié d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés, soit établi qu'ils ont été salariés ou aidants familiaux au titre de la prestation de compensation de handicap pendant une durée d'au moins 30 mois. Également sont concernés les assurés sociaux ayant interrompu pendant 30 mois consécutifs leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap. Alors également, vous avez d'autres éléments qui sont à destination des aidants. Donc, notamment quand on parle du passage à l'âge adulte d'une personne en situation de handicap, donc d'un jeune adulte en situation de handicap, il peut y avoir des questions autour des mesures de protection juridique des majeurs. Est-ce que mon enfant a des altérations de ses facultés? Est-ce qu'il peut est-ce que dans son intérêt, est-ce qu'il peut être judicieux de solliciter le juge des tutelles pour qu'une mesure de protection juridique des majeurs se mette en place auprès de la personne aidée dans son intérêt? Donc voilà, la question peut se poser. Également, vous avez le mandat de protection future, donc qui permet de prévoir l'avenir de la personne aidée. Donc par exemple, si les parents d'un enfant en situation de handicap venaient à disparaître ou à être dans l'incapacité de s'occuper de la personne aidée, qui s'en chargerait, etc. Tout cela, ça peut être prévu dans le mandat de protection future. Également, très important, le droit au répit qui a été créé dans la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, donc où le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé pour ouvrir droit dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Donc, je vous apporte comme précision que concernant ce répit, vous avez des informations qui sont apportées par la présentation Une heure pour l'autonomie du 14 décembre 2022 intitulée Demande d'aide à l'autonomie pour les personnes âgées.
Donc, n'hésitez pas à, à avoir des informations par le biais de cette présentation « 1 heure pour l'autonomie ». Madame Martin, vous souhaitez apporter d'autres précisions par rapport à cette présentation « 1 heure pour l'autonomie » du 14 décembre 2022? Oui, bah, alors, lors de cette présentation, en effet, on avait fait un petit focus sur, ben, les dispositifs que le département avait mis en place dans le cadre, du répit pour les aidants. Donc je vous encourage, ben, à réécouter ce temps d'information du mois de décembre. Réécouter aussi peut-être l'information qui a été faite, sur, ben, sur l'APA, en tout début d'année dernière. Je vous transmettrai de toute façon, à chaque fin de présentation, je vous envoie le lien qui vous permet d'accéder à toutes les visios. Donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, je me rends bien compte il y a beaucoup, beaucoup de choses à assimiler aujourd'hui, qu'il va falloir que vous posiez cette information et que vous relisiez le support en tout cas. Mais sachez que voilà, en ce qui concerne le répit en tout cas, vous allez pouvoir, retrouver les informations concernant l'APA, dans les 1 heure pour l'autonomie qu'on a fait l'année dernière. Et en ce qui concerne les mesures de protection juridique des majeurs, le prochain 1 heure pour l'autonomie sera consacré donc, à cette thématique pour compléter en quelque sorte le temps d'information d'aujourd'hui. Je vous relaisse la Alors, parole. merci beaucoup. Alors, je vous présente également certains sites internet qui, qui peuvent vous aider à trouver des informations concernant les droits des aidants. Donc, je vous donne un site du gouvernement, donc solidarité.gouv.fr. Vous avez également le site service-public.fr qui est, qui peut vous donner des informations assez précises concernant les droits et dispositifs destinés aux aidants, et qui vous donne également les formulaires qui correspondent à certains types de congés, etc. Vous avez également le site pour les personnes âgées.gouv.fr. Donc voilà, tout ça, c'est des sites institutionnels auxquels vous pouvez aller voir, qui peuvent vous apporter des informations concernant le droit des aidants. Vous avez également le site monparcourshandicap.gouv.fr. Vous avez également le site du département du Nord et plus précisément à l'adresse internet aidant.lenord.fr qui peut vous apporter des informations sur les droits et dispositifs à destination des aidants. Et bien évidemment, vous avez le site de la Caisse d'allocation familiale et également le site de la Mutualité sociale agricole. Également, j'aimerais vous présenter maintenant le site soutenirlesaidants.fr. Donc ce site, il est fait pour qu'un aidant puisse trouver la plateforme d'accompagnement et de répit compétente pour l'accompagner. Donc, quand vous allez sur ce site, soutenirlesaidants.fr, vous avez une barre qui s'affiche, une barre blanche, où l'aidant doit saisir sa ville d'habitation à lui et pas la ville où réside la personne aidée. Également, juste en dessous, il doit préciser la situation du proche aidé. Donc, si la personne aidée est porteuse d'handicap, de maladie chronique ou autre. Et également, il doit renseigner l'âge de la personne aidée. Donc, si elle a moins de 60 ans ou plus de 60 ans. Une fois que vous avez rempli ces informations, donc vous cliquez sur la loupe qui est juste à côté, et le site va vous indiquer la plateforme compétente sur votre territoire pour vous accompagner au titre de l'accompagnement que vous réalisez auprès de la personne aidée. Donc, la plateforme pourra notamment vous accompagner au titre des mêmes missions de la Maison des aidants, donc accueil, information, orientation et accompagnement, soutien individuel et collectif, mise en place d'activités partagées ou des missions concernant le répit et l'accès aux vacances. Alors, je tiens également à vous préciser que toute la région Hauts-de-France est recouverte de plateformes d'accompagnement et de répit des aidants, donc que ce soit volet personnes en situation de handicap, ou volet personnes en perte d'autonomie, personnes âgées. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce site Soutenir les aidants ou à transmettre l'information aux aidants qui pourraient avoir besoin d'accompagnement, que ce soit dans leur démarche administrative, que ce soit dans leurs besoins de répit, etc. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle le numéro unique de la Maison des aidants, donc 03 20 12 19 00. Alors là, on est sur la Maison des aidants, Lille, Roubaix-Tourcoing, uniquement sur le territoire. Si vous avez un doute pour savoir si on est compétent ou non pour accompagner une personne en situation de handicap
qui se trouve dans une ville où vous ne savez pas si nous sommes compétents pour accompagner la personne, vous pouvez aller sur le site Soutenir les aidants pour avoir des informations par rapport à la plateforme compétente pour accompagner la personne aidée, donc qu'elle soit en situation de handicap, malade ou en perte d'autonomie, peu importe l'âge. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions? Du coup, on va répondre aux questions, j'imagine, maintenant? Alors, les questions, non, le temps d'information est d'une durée d'1 heure, donc là, le temps imparti est pratiquement pas dépassé. Donc, les questions, en tout cas, il y en a un certain nombre dans le chat. On y répondra dans un second temps, hein, via une foire aux questions qu'on transmet à l'ensemble des participants. J'ai vu qu'il y avait des questions, sur lesquelles on a répondu au fur et à mesure, mais en tout cas, on va essayer d'y répondre assez rapidement pour vous envoyer, cette foire aux questions, je dirais au plus tard la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup Clément, merci pour cette présentation qui est très dense, mais en même temps, je pense que ce sera un outil, très intéressant pour tous les professionnels du territoire qui auront, besoin d'avoir des informations dans le cadre, des aidants. Je pense qu'évidemment, voilà, il faut aussi le relire, il faut se l'approprier, mais en tout cas, c'est vraiment un outil qui sera important pour tous. Hem, En tout cas, n'hésitez pas, enfin moi je pense que n'hésitez pas à solliciter la maison des aidants, hein, les maisons des aidants qui sont des vraies ressources pour les aidants, que ce soit du côté personnes âgées ou du côté personnes en situation de handicap. Allez prendre connaissance du site où des formations sont proposées aussi. Je pense pas que vous en ayez parlé, Clément, mais des formations sont Oui, proposées aussi pour les tout aidants, à fait, qui tout sont, à heu, qui fait. sont très intéressantes. Tout à fait. Au sein de, alors très rapidement, au sein de la plateforme d'accompagnement et de répit de Lille et également de Roubaix-Tourcoing, nous proposons des formations à destination des aidants de personnes en situation de handicap. Donc les personnes en situation de handicap qui ne sont pas en perte d'autonomie. Néanmoins, on donne des informations relatives aux aidants de personnes en perte d'autonomie. On parle notamment du droit des aidants. Donc la prochaine formation, ce sera ce samedi 4 mars. Et également, nous allons aborder les mesures de protection juridique. Donc, de mémoire, c'est pour le 23 septembre 2023. Et également, nous allons aborder la thématique de l'aide sociale liée à l'hébergement de la personne en situation de handicap. Donc, n'hésitez Voilà. pas à vous renseigner sur notre planning, sur le site soutenirlesaidants.fr, donc sur le planning de la plateforme d'accompagnement et de répit de Lille, volet personnes en situation de handicap. Voilà, donc je pense vraiment que ces plateformes de répit sont des partenaires, importants pour, nous professionnels de territoire. Donc n'hésitez pas également à revisionner côté répit en tout cas, au niveau du département, les dispositifs qui ont été mis en place et que ceux qu'on vous a présentés donc sur les précédents 1 heure pour l'autonomie. Prochain rendez-vous donc, d'1 heure pour l'autonomie pour compléter un petit peu aussi cette présentation. Donc c'est le 28 mars, hein, comme d'habitude à 11 heures et là on sera sur les mesures de protection juridique. Je pense que je n'ai rien oublié. Ben, je vous remercie aussi bien pour votre présence et votre attention. On se dépêche de répondre à vos questions et de vous envoyer tout ça. Et ben, écoutez, bonne journée, puis, au mois prochain. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Au Merci revoir. Clément. Au revoir. Clément, je vous propose d'attendre 5 minutes. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Attends, je
Emeline, je te laisse faire la manip. C'est en cours.